Salut Boris, bienvenue dans Je crois en toi en mode podcast. Salut Jean-François, content de te voir. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on discute ensemble, ça fait plusieurs mois qu'on se croise, qu'on échange sur LinkedIn Yes. et qu'on se dit on va l'enregistrer, ce podcast, ce moment ensemble. Et je suis sûr que Yes. ce moment, il va être hyper inspirant pour celles et ceux qui suivent le podcast, qui ont aussi l'habitude de te suivre de ton côté, mais qui te Hmm. connaissent moins sous les différents aspects qu'on va les creuser ensemble aujourd'hui. Eh ben écoute, Jean-François, un immense merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager et d'offrir et de donner. Et je pense qu'on en parlera aussi, que c'est une de mes valeurs essentielles. Et comme tu disais, ça fait un petit moment qu'on échange et je pense qu'on a pas mal on adhère à des mêmes visions, des valeurs communes. Donc je suis vraiment très heureux qu'on prenne ce moment ensemble aujourd'hui. Merci encore. C'est vraiment l'objet du podcast, parler de ta vision de l'entreprise, mais pas que. Aussi, Hmm. finalement, on pourrait dire de la vie. C'est quoi ce côté sérénité, qui est un mot qui revient dans, j'allais dire, ta promesse qu'on peut lire sur LinkedIn. Donc, on va vraiment parler de tout ça. Vision, parcours, Mhm. valeurs. Toi, aujourd'hui, si je dis que tu es coach de coach et de thérapeute, est-ce que pour Mhm. toi, c'est quelque chose de juste ou c'est quelque chose qui matche pas très bien? C'est une très bonne question. C'est toujours, tu sais, ce sujet de comment est-ce qu'on se présente, Ouais. comment est-ce qu'on se définit au monde. Alors, si tu veux la version courte par rapport aux gens qui vont écouter, oui, ça peut faire sens de me présenter comme un coach, un coach de thérapeute ou d'accompagnant. Euh, mais c'est vrai que on n'est pas défini non plus par un métier, par une casquette. Il y a plein d'autres choses qui me définissent. Donc, si tu veux que j'aille un peu plus loin, je suis aussi Boris, j'habite à Aix-en-Provence. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'humain. J'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours été un grand curieux. J'ai une chérie magnifique qui s'appelle Catalina. J'ai pas encore d'enfant, mais ça ne saurait tarder. Euh, donc il y a aussi ça, une part de moi, il y a tout ça. Profondément attiré par créer des choses et l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me définit beaucoup. Je suis aussi bien, tu vois, un coach, un accompagnant qu'un entrepreneur, parce que ça a été toute une partie de ma vie où j'ai été dans des postures de création d'entreprise, création de start-up, etc. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi pour moi d'être dans l'accompagnement, mais aussi dans la création de choses, dans l'apport de valeur, de la construction. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et qui, je pense, me définit aussi en tant qu'accompagnant. Euh, Après, j'ai différents domaines aussi que j'ai explorés ces dernières années, qui, je pense, amènent une vision peut-être un peu unique de mes accompagnements, dans le sens où j'accorde beaucoup d'importance à la fois à l'état d'être dans le moment présent, là tout de suite, parce que je pense que c'est en incarnant dans le présent qu'on crée sa réalité, qu'on crée son futur, là tout de suite. Et j'accorde aussi beaucoup d'importance dans tu vois, le côté, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de s'intéresser à plein de sujets, mais c'est aussi bien de matérialiser dans le concret, donc de passer à l'action, d'apporter de la valeur, d'aider des gens et dans le concret. Bah, je ne sais pas si ça répond en partie à ta question. Si, ça répond totalement à la question. Parce que quand je te pose finalement la question sur l'étiquette, Mhm, comme tu le dis très bien, on a tous des étiquettes sur lesquelles on vient finalement. Il y a quelque chose qui est accolé pour donner mhm, un cadre, pour définir à minima. Mais quand on te connaît, on s'aperçoit que tu as une unicité justement sur ce mot de création. Être créateur, il y a une logique aussi spirituelle, mais sans être une spiritualité perchée. mhm, Et c'est pour ça que l'étiquette chez toi, elle est assez subtile et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ta mhm. vision et ta manière finalement de parler d'entrepreneuriat. L'autre mot que je le disais, qu'on peut voir en bannière chez toi, sur ton LinkedIn, c'est le côté sérénité. Mhm. Créativité, sérénité, c'est des mots et des valeurs que tu portes. Ouais, carrément.
Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire juste à l'heure. Je te remercie, Devol, déjà d'avoir remarqué ça, parce que je trouve qu'une de tes qualités, vraiment, quand je te lis et je te suis sur LinkedIn, c'est cette capacité à lire entre les lignes et cette capacité d'analyse. Donc, simplement, je voulais te le dire, parce que je pense que ça fait de toi aussi vraiment un bon accompagnant par rapport à ça, d'avoir réussi à lire ça. Euh, Merci, c'est super cool. Par rapport à ce que tu disais, oui, sérénité et créativité, c'est des valeurs fortes chez moi. C'est marrant parce que j'étais justement en train d'écrire ce matin par rapport à un post sur ce sujet-là. Euh, Pourquoi la sérénité est une valeur forte pour moi? Parce que je pense que de base, je suis quelqu'un d'assez calme. On me dit souvent dans les accompagnements que je fais que on est bien avec moi parce que j'ai cette posture calme, apaisante qui reconnecte à l'essence même de ce qu'on est. Donc, tu vois, je te parlais du moment présent. Là, on est en train de se parler. On est pleinement connectés ensemble. Et je pense que la sérénité, pour moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Et c'est ma vision d'aborder le coaching, c'est connecter pleinement avec la personne. Parce qu'il n'y a que ça de vrai en réalité. Et c'est peut-être de là aussi qu'on a une vision un peu spirituelle du moment présent. Et je me suis beaucoup intéressé à la respiration, à une forme de spiritualité ancrée par rapport à ça, qui pointent tous vers cette même chose qui est le présent, le moment présent et cultiver cet état au quotidien. Et par rapport à la notion de créativité, euh, je pense que c'est un peu lié avec cet état de sérénité parce que pour moi, la créativité émerge quand tu es dans un état de sérénité, de calme et que tu n'es pas en train de penser dans ta tête et de réfléchir avec l'intellect. Et c'est quelque chose que j'ai intégré, vraiment que j'ai conscientisé, incarné cette dernière année. Euh, Parce qu'avant, tu vois, j'avais un mode de créativité qui était beaucoup par l'intellect, la réflexion. Et ça a sa place. Mais aujourd'hui, je vois que je suis passé à un état de conscience un peu. C'est pas état de conscience, mais une intégration que la créativité, tu vois, elle émerge dans les moments de rien, dans les moments où tu es en train de faire une marche, dans les moments où tu es sous la douche, dans les moments où tu lâches prise avec je dois régler ce problème et en fait le problème se règle tout seul, un peu ce mode diffus de créativité où souvent les grands inventeurs, ils planchent sur un sujet, ils réfléchissent, ils travaillent avec l'intellect et paf, tu as un moment, un insight, un moment eureka qui émerge. Et c'est aussi ce que j'aime dans le coaching et dans ma façon de l'aborder avec mes clients, c'est ça en fait d'aller chercher ça, cette posture, cet ancrage vraiment calme quoi, et dans le présent. Comment tu l'as vécu ce moment? Il y a presque un moment de bascule en fait dans ce que tu expliques. Il y a eu un avant et un après sur cette manière d'aborder le processus créatif. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a eu une situation donnée, une problématique? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est révélé? Est-ce que ça a été d'un coup progressif? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai longtemps été dans un mode euh, faire plus, faire plus vite. Et ça, c'est durant ma période où j'étais dirigeant de start-up il y a 5 ans. Euh, Et ce mode-là, il a des vertus, dans le sens où on valorise le passage à l'action. Qui dit passage à l'action dit apprentissage, qui dit résultat, euh, mais qui dit aussi parfois euh, se déconnecter de son pourquoi on fait les choses, pas prendre le temps pour soi et du coup frôler le burn-out, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc il y a eu cette première prise de conscience que le mode faire à tout prix, plus vite, euh, plus fréquent, il a ses limites quand on est déconnecté de son pourquoi et qu'on n'est pas pleinement présent quand on fait les choses. Et après, si tu veux, je pense que j'ai eu un peu un effet post-startup où j'ai été beaucoup dans le travail de la présence. Je me suis beaucoup intéressé au sujet de la respiration et beaucoup de gens me connaissent pour ça parce que j'organise des stages où on vient redécouvrir justement cette présence à travers la respiration le temps d'un week-end. Ça a énormément de vertus. Et en même temps, je me suis rendu compte que sans passage à l'action, sans être dans le mouvement
et sans en fait se donner les moyens entre guillemets de réaliser ses rêves, on tombe dans une forme de, c'est pas passivité, mais en fait on regarde sa vie évoluer sans être forcément acteur et créateur de sa vie. Et donc j'ai eu un peu, tu vois, ce moment-là où j'étais beaucoup dans la reconnexion avec moi, parce que j'étais dans une forme de crise de sens, une forme de burn-out. Et j'avais besoin de ça pour retrouver de l'énergie, pour me reconnecter à mon corps, à mes sensations, à cette capacité vraiment à être connecté à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je pense que ces dernières années, j'ai réussi à intégrer les deux dimensions qui pour moi sont essentielles. L'être maintenant, qui est ce que j'ai envie d'être en fait, quelles actions je prends pour être pleinement cette personne, et en même temps du coup ce mode faire qui est ultra important parce que c'est grâce au passage à l'action et au faire qu'on crée sa réalité et qu'on va chercher ses rêves, qu'on a de l'impact pour les autres. Et c'est vraiment, tu vois, ces deux dimensions que je travaille avec mes clients aujourd'hui, parce que j'observe souvent que chez beaucoup de coachs, thérapeutes, il y a un gros challenge sur le passage à l'action et on pourra en parler, je pense, parce qu'il y a un lien avec le syndrome de l'imposteur. Mhm. Et sur d'autres publics avec qui je travaille aussi, donc les dirigeants de start-up, bah, il y a le mode faire, il est souvent très présent, mais c'est souvent pourquoi est-ce que je fais les choses? Comment est-ce que je suis plus connecté au moment présent quand je fais les choses, connecté aux autres? Donc tu vois, il y a ces deux dimensions qui, pour moi, sont vraiment importantes, quoi. Ça me fait beaucoup penser à un verbe que j'aime beaucoup, qui est le verbe incarner. Parce que le Ouais. verbe incarner, finalement, quand tu te poses 30 secondes dessus, c'est quoi? C'est faire et être à la fois. C'est Hmm, comment je fais en étant, comment je suis en faisant. Donc exactement. on est vraiment sur cette idée-là, sur ce que tu dis. Et quand je t'écoute, je me dis, en fait, Boris, son job, c'est d'offrir une respiration à ses clients. Mais une respiration qui va vraiment être porteuse à la fois de sens et de résultats. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, si tu trouves que c'est juste. Je pense que c'est très juste, c'est une belle métaphore. Et surtout que, tu vois, la métaphore de la respiration me parle parce que tu sais que c'est un sujet qui, moi, me passionne. Mais aussi parce que la respiration, c'est ce qui est ce qui est un des premiers reflets de notre état du moment. Tu vois, on est Mhm. souvent en apnée dans notre journée et on n'a pas conscience qu'on est en apnée. Quand on est stressé, on est souvent dans une respiration rapide et on n'y prête même pas attention. Et quand on est calme, notre respiration est lente, profonde. Donc c'est intéressant. Bah, ça me parle beaucoup cette image. Aujourd'hui, la respiration, elle est toujours partie intégrante de tes accompagnements ou ou t'es axé sur une autre méthode? Aujourd'hui, la respiration pour moi est un outil fantastique pour justement se reconnecter à soi, au corps, ou à ses émotions, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Néanmoins, j'ai vu aussi les limites quand je faisais beaucoup d'accompagnement uniquement sur la respiration. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à faire ce que je fais avec une dimension plus globale. C'est que le, beaucoup de gens abordent la respiration juste comme un outil de stress management. Tu vois, on parle souvent de cohérence cardiaque, de méthode Wim Hof, etc. Le piège, un petit peu, c'est que beaucoup de gens voient la respiration juste comme un outil. Je suis stressé, je fais ma cohérence cardiaque, je repars. Et en fait, ça peut être une forme de pansement si on va pas aller chercher plus en profondeur sur, ok, pourquoi le stress se déclenche, par exemple. Ah ok, t'as une émotion, bah, plutôt que te laisser traverser par cette émotion, tu vas essayer de la réguler avec la respiration. Je dis ça parce que c'est ce que je faisais moi à un moment donné. Et du coup, j'ai vu aussi la limite de ça. Et pour moi, aujourd'hui, la respiration, j'aime faire vivre une expérience autour de la respiration durant des stages, des week-ends. Et j'en organise 2 généralement dans l'année. Je l'utilise parfois en coaching. J'aime bien l'utiliser des fois pour ancrer la personne en coaching, avant un coaching. Ou parfois, tu sais, je fais aussi des masterminds avec mes clients pour ancrer tout le groupe ensemble pour créer une espèce de résonance. Euh, mais c'est pas obligatoire parce que je pense que tu peux le faire différemment, simplement en fait à travers un processus de questionnement. Toi, si toi-même t'arrives en fait à incarner, tu vois justement cette
présence et que tu es pleinement présent avec l'autre personne, c'est comme si tu faisais faire 5 minutes de respiration à quelqu'un. Finalement, c'est quoi le début de l'histoire quand on se connecte avec toi ou quand on commence à travailler avec toi? Excellente question. J'ai quelques étapes clés. Après, évidemment, ça va être différent pour chaque personne, mais déjà, la première chose, c'est de définir une direction, un objectif. Et pour ça, c'est important de connecter la personne à ce qu'elle a envie d'être pour qu'elle puisse l'incarner. Tu vois, je reviens sur ce mot que tu as utilisé qui est très juste, l'incarner au quotidien. Donc ça, c'est la première chose, poser des objectifs très clairs, personnalisés par rapport à ce qu'elle a vraiment envie. Parce que tu vois, aujourd'hui, dans le développement d'activités, notamment le coaching business, il y a beaucoup d'injonctions de il faut, des modèles de réussite qui sont pas forcément alignés avec qui on est. Il faut passer la barre des 100 k par an. Oui, mais pourquoi? Pour qui? Ok. Euh, il faut obligatoirement scaler son business. Oui, mais pour qui? Pourquoi? Euh, il faut absolument utiliser les réseaux sociaux. Pas forcément. T'es pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour faire décoller ton activité. Donc, toi, c'est aussi vraiment essayer d'aller challenger la personne sur son modèle de réussite, ce qu'elle a envie de faire, et aussi aller chercher ce qu'elle a un peu dans les tripes, tu vois, ce fameux projet caché qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'ose pas après s'exprimer. Tu vois, ça me fait penser à une cliente avec qui j'ai démarré récemment, qui a un projet de podcast qu'elle a envie de lancer depuis des années. Et c'est typiquement aller chercher ça, tu vois, des choses où on s'autorise pas. Et ça passe par une première discussion. Donc ça, c'est la première étape. Après, pour moi, il y a toujours une étape qui est essentielle, c'est un moment d'échange ensemble sur qu'est-ce qui, toi, te rend unique en tant qu'accompagnant, en tant que coach. Et je suis convaincu que chaque humain et chaque coach accompagnant a une unicité de par son parcours. Et je crois qu'un des gros travaux que je fais avec mes clients, c'est de les reconnecter à vraiment ça, cette unicité, cette force qu'ils ont en eux. Et souvent, ça passe par faire un travail de prise de recul par rapport à mon passé, quelles sont les expériences marquantes que j'ai eues, quelles sont les compétences que j'ai développées, quels sont les savoir-être que j'ai développés, quelles sont mes passions, et faire la paix avec tout ça aussi. Souvent, les coachs font leur école de coaching ou les naturopathes font leur école de naturopathie, ils se lancent, et quand ils se lancent, ils se disent je démarre de zéro. Mais c'est pas vrai du tout, c'est qu'en fait, tout ce que tu as fait avant dans ta vie va être utile pour ce que tu fais aujourd'hui. Euh, j'ai un exemple très concret avec un client avec qui on a bossé sur son positionnement. Bah, avant, il a toute une carrière de directeur de magasin, leader dans des CODIR, différents rôles de leadership à l'international, etc. Et tout ça, c'est ultra utile en tant que coach. Parce que, en fait, tu as déjà été dans des positions de leadership, tu as l'habitude de manager des gens, de leader des équipes, etc. Et quand tu démarres en tant que coach, mais ça a une valeur de dingue. Et c'est vraiment, tu vois, faire un retour dans sa vie par rapport à tout ce qu'on a fait et de voir comment est-ce qu'on peut créer un positionnement qui est unique et qui, en fait, est inspirant pour soi. Pour moi, il y a deux sujets par rapport à son positionnement. C'est c'est important qu'il soit inspirant pour soi et qu'on ait envie de bosser avec les clients, évidemment, qu'on va accompagner. Et c'est important aussi d'avoir une vision assez pragmatique, tu vois, OK, ces gens-là, est-ce qu'ils ont un problème? Est-ce qu'ils ont des grands rêves? Est-ce qu'ils ont de l'argent pour se payer mes services? Et l'idée, c'est de trouver, toi, l'intersection entre ces deux dimensions. Pour moi, c'est vraiment Mm. ça qui est clé. Et après, si tu veux, une fois qu'on a posé le positionnement, qu'on a travaillé les offres, qu'on a travaillé le prix qui est juste pour soi, on vient chercher une stratégie de développement qui soit adaptée d'un point de vue commercial. Euh, pour moi, ça passe notamment par l'activation de son réseau existant, parce qu'on l'oublie, mais c'est beaucoup plus simple de, entre guillemets, bosser avec quelqu'un qui a déjà confiance. Et bah, son réseau perso, pro, ses anciens clients dans un autre métier, bah, c'est sûrement tes prochains clients.
Donc il y a ça, activer son réseau intelligemment, mais aussi derrière comprendre que ce qui est la clé, surtout quand tu démarres au début, c'est d'avoir des conversations avec des gens. Et c'est ce qui fait flipper, je pense, la plupart des coachs et des thérapeutes. Tu vois, pour moi, c'est une obsession aujourd'hui de cette semaine, combien j'ai eu de conversations avec des nouvelles personnes. Et quand je dis des conversations, c'est des conversations où j'ai apporté de la valeur, j'ai été utile, j'étais au service de ces personnes. Plus tu as de conversations comme ça dans ta semaine, au plus tu te rapproches d'un client. Tu démystifies cet aspect prospection, ce mot qui fait flipper beaucoup de coachs. Parce que le coach, finalement, son job, c'est d'accompagner de l'humain en one-to-one, en face-à-face, en visio, ou que sais-je. Mais c'est souvent quelqu'un qui va pas être à l'aise avec l'idée de prendre son bâton de pèlerin, de décrocher son téléphone, d'aller chercher du rendez-vous, de prospecter. C'est un vrai métier. Et ça, en fait, c'est assez naturel, assez normal quand on y pense, parce que les profils psychologiques des coachs, c'est souvent, si on reprend la méthode DISC avec ce côté rouge, jaune, vert et bleu, on a souvent des profils qui sont dits verts, de la couleur verte, et donc, eux, ils sont plus dans le pourquoi, dans le sens, et un commercial, par exemple, il va être dans le rouge. Le rouge, c'est quand. Quand est-ce qu'on y est? Quand est-ce qu'on atteint l'objectif? Donc, on est sur deux temporalités différentes. Et donc, je pense que c'est aussi très normal qu'aujourd'hui, des coachs fassent appel à toi en disant voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui est dans un espèce d'entre-deux, juste milieu très subtil, entre je sais que tu vas m'aider à incarner, mais je sais que tu vas m'aider à avoir du résultat. Et comment on y va? Et je pense que c'est ce qui fait le succès de ta méthode et j'allais dire, de ta personnalité, en fait. Ouais, mais je te rejoins parce que, en fait, pour moi, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que quand tu es coach, quand tu es accompagnant, t'es coach, t'es accompagnant, mais tu es aussi un entrepreneur. Et que si tu n'incarnes pas cette casquette d'entrepreneur, ça va être très difficile pour toi d'avoir des clients, et du coup, ça va être très difficile pour toi d'en vivre, et du coup, ça va être très difficile d'avoir un impact dans la vie des gens. 90% des gens, voire plus, qui n'en font rien derrière. Parce qu'il y a la trouille, il y a le syndrome de l'imposteur dont tu es expert, il y a cette peur de mettre en avant, cette peur de vendre, et pour autant, euh, c'est ok si on n'a pas forcément envie d'en faire autre chose et que c'est que pour soi, c'est très bien, mais si on a envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens, si on a envie d'aider les gens, si on a envie d'en faire un métier, il y a un moment donné où c'est important de développer cette casquette entrepreneuriale. Et je pense que, comme tu dis, ce qui est un peu problématique, c'est qu'on a une vision de la vente qui est très cliché. Moi, le premier, pendant longtemps, je me suis toujours réfugié derrière du marketing, des réseaux sociaux. Pendant 10 ans, j'ai fait que ça. Et quand j'ai lancé, tu vois, mes accompagnements en respiration il y a 2 ans, je faisais que du marketing. J'allais pas parler à des gens, je faisais pas de conversation. J'attendais que les gens viennent à moi. Ça marche en partie, mais la réalité, c'est que tu es dans une posture un peu passive. Et tu perds beaucoup de temps à passer toute ta journée à faire des posts. Et à un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est pour ça que tu veux faire ce métier? Passer ton temps à faire du marketing, du branding, écrire des posts? Est-ce que tu n'aurais pas plus de valeur en fait à montrer par l'expérience ta valeur? Donc faire vivre des expériences, coacher gratuitement, faire des ateliers, des conférences, des webinaires, aller discuter avec des gens en DM et prouver déjà, entre guillemets, euh, ce que je peux leur apporter sans contrepartie. Ce qui a vraiment changé pour moi, et je pense que c'est l'année dernière, c'est de changer de posture par rapport à la vente et passer de j'essaye de te prendre quelque chose, je prends ton argent, à en fait je donne, et je crée de la valeur. Et toi aujourd'hui dans mon agenda, j'ai un créneau dans lequel j'ai mis How can I help? Et comment est-ce que je peux aider et servir aujourd'hui? Et du coup, dans ce créneau, je crée des conversations pour justement être utile pour les gens. Mais ne vous arrêtez pas seulement à poster, allez parler aux gens qui interagissent avec vos posts, allez parler aux gens qui vous ajoutent sur LinkedIn.
plutôt que de vous dire je dois lui vendre quelque chose, dites-lui mon objectif c'est de créer une connexion avec un humain, créer de la confiance et apporter de la valeur si je vois que je peux en apporter. Quand on passe dans cette posture-là, son quotidien est beaucoup plus, je trouve, inspirant en tant que coach parce que nous, notre job, c'est de changer la vie des gens, de transformer leur vie. Et quoi de mieux qu'en fait de le faire déjà dans la phase de création de clientèle, la phase de vente. Parce qu'en fait, déjà de un, ça nous entraîne, nous, à faire une forme de coaching, parce que tu peux coacher des gens par écrit, hein. Ça marche très bien. Tu peux les coacher en discussion de 30 minutes. Euh, Quand tu croises quelqu'un dans une soirée qui te partage une problématique, un challenge, incarne cette posture de coach et sois pleinement en fait dans déjà, je suis coach en dehors même de mes séances en fait. Tu vois, c'est vraiment, on revient à cette idée d'incarner les choses dans la vie de tous les jours. Et ça, pour moi, ça a vraiment été un déclic l'année dernière. Et j'ai totalement changé mon état d'esprit par rapport à ça, mais vraiment d'incarner les choses au quotidien. Et c'était pas du tout le cas avant, hein. Avant, j'étais vraiment, comme je te disais, dans une posture très passive. Je me cachais un peu derrière le marketing. J'attendais que les gens viennent à moi. Mais le problème avec ça, c'est que t'as pas vraiment le contrôle sur la création de ton futur. Et le coaching, c'est vraiment un business relationnel. C'est pas un business transactionnel. Et je pense que ça a été un vrai déclic pour moi. J'ai dû mettre pas mal de choses à la poubelle de toutes mes années d'entrepreneur où je créais des services, des abonnements, plutôt des business transactionnels basés sur du marketing. Et le coaching, c'est très différent en réalité, quoi. Et je trouve que ce que tu racontes traduit très bien l'importance que doit avoir ce moment de bascule entre du toujours comment je vais faire, comment je vais accéder à tes résultats, à finalement pourquoi je le fais, ou pour quelles raisons, quelles sont les motivations profondes. Euh, quand tu mets ce créneau, comment est-ce que je peux aider, comment je peux être utile dans ton agenda, déjà sous forme de questions, je trouve que c'est une espèce de mantra. Je reviens à l'essentiel, ça c'est hyper puissant, vraiment. Et, et ça va se traduire dans la communication sur LinkedIn. Et moi, je l'ai vécu Mmh. aussi, ce côté-là, dans la création et l'utilisation de LinkedIn. Ce qui a fait que je suis passé de je tente des trucs à j'ai des vrais résultats et j'ai des vraies connexions intéressantes. C'est quand j'ai arrêté de dire pour montrer. Et vraiment, ça, je pense que c'est un conseil qui est valable pour tous les entrepreneurs, qu'on soit coach, thérapeute, fondateur de start-up. Si vous voulez créer quelque chose sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, et même en dehors, dans votre communication, soyez pas uniquement dans le rôle du sachant, juste en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme cela. Bah, montrez comment vous le faites. Expliquez vraiment les situations. Et Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose qui change vraiment la donne. Et ça humanise, ça parle de vos valeurs. Et ça, on le voit aussi beaucoup dans tes communications, Boris, je trouve. Le montrer plutôt que dire, en fait. C'est le fameux show, don't tell, en anglais, montrer plutôt que le dire. Et Hmm. on en revient à cette idée d'incarner les choses. Et tu sais aussi, ça revient à cette idée de, plutôt que de prendre, d'aller chercher une forme de script, de manipulation marketing, c'est en fait donner aux gens, apporter de la valeur, être utile. En fait, ça change tout. C'est génial et j'ai envie que tu bosses avec moi parce que je crois profondément à la valeur de ce que je fais au quotidien. Et je pense que ça, pour moi, ça a été aussi un déclic. C'est qu'une fois que tu comprends et que tu sais la valeur qu'a un coaching avec toi, c'est du gâchis de pas aider quelqu'un. Et si tu as quelqu'un, euh, par exemple, que tu suis, un prospect ou peu importe, que tu vois qui est en train d'aller droit dans le mur, pour moi, euh, c'est presque ton devoir de lui montrer qu'il est en train d'aller droit dans le mur. Aussi, cette dimension de ton job, c'est de dire des fois des choses inconfortables à tes clients, à tes prospects, parce que c'est ton job et parce que personne ne va leur dire. Et les gens aussi te payent pour ça, pour avoir des conversations qui vont être confrontantes, poser des questions qui vont les déranger, qui vont les titiller. Et c'est pour moi aussi ce juste équilibre, tu vois.
à trouver entre bienveillance, écoute, et en même temps, quand tu as quelqu'un qui va dans le mur ou qui se raconte des histoires, mais en fait, c'est ton job de lui dire, là, tu es en train de te raconter une sacrée histoire. C'est pour ça que les gens te payent aussi. Ils te payent pas juste pour être sympa, écouter, etc. Et ça a sa place. Pour moi, c'est ce juste équilibre entre les deux. C'est un de mes dadas et c'est une des thématiques sur lesquelles je me fais pas toujours des copains parmi les coachs. Euh, je trouve Dis-moi plus, ça que, m'intéresse. tu vois, on va dire notre corporation du coaching professionnel, je trouve que très souvent, il y a une frontière qui est très fine et qui est entre bienveillance et complaisance, qui est Mhm. souvent dépassée, dans le sens où on est dans un excès de bienveillance, on devient tellement bienveillant que on devient dans un espèce de truc un peu mou, un peu Mhm. tiède et surtout dangereux. Et on n'est plus dans une recherche d'équilibre pour son client. On ne veille pas à son équilibre, on finit par être gnangnan, être complaisant, et on va dans le mur, comme tu le dis. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet en matière de coaching professionnel aujourd'hui. Je sais que nombre de consoeurs et de confrères ne sont pas d'accord avec moi en disant que la bienveillance, c'est une liberté totale, il faut laisser faire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. On parle de l'intégrité d'une personne, intégrité qui peut être financière, qui peut être physique. On peut penser aux impacts sur la famille ou que sais-je. Et je pense qu'un coach aussi a vraiment, à un moment donné, n'a pas à taper du poing sur la table. Il n'a pas à consoler, il n'a pas à conseiller, mais il a quand même le rôle de poser des questions pour faire en sorte que le coaché se dise: est-ce que je suis pas en train de déconner là? Je suis totalement d'accord avec toi et avec cette vision. Parce que comme tu dis, on peut tomber dans ce truc un peu gnangnan de les coups de bienveillance sans dire les choses et que la personne se rende compte elle-même, etc. Je pense qu'à un moment donné, aussi en tant que coach, c'est bien d'aller plus loin que ça et aussi de dire des fois les quatre vérités, en fait. Faire comprendre par un processus de questionnement que cette personne est en train de se raconter une histoire toute seule dans sa tête. Et évidemment, l'idée c'est de respecter le timing de chacun, la vitesse, la façon, le rythme de chacun. Mais je pense que ce qui fait le plus de bien aussi, c'est être autant challengé que d'être autant soutenu. Parce que sinon, tu crées un déséquilibre. Si t'es que dans soutien, 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 et ben en fait, la personne, elle va pas grandir. Tu vois, je lisais un post sur LinkedIn ce matin qui parlait de la juste dose de stress. Et je crois que tu l'as lu aussi. Ouais. C'est pareil d'un point de vue physiologique. Si tu restes dans l'absence de stress, en fait, tu vas tomber dans la léthargie. Tu vas plus être challengé, tu vas plus grandir. Si tu tombes sur l'extrait de stress, ça va être contre-productif. Donc l'objectif, c'est avoir le juste équilibre. Suffisamment de stress quotidien pour que ça te fasse grandir, pour que tu aies des idées créatives, pour avancer, etc. Et je pense que le coaching, c'est une belle analogie. C'est un peu la même chose, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Et tout ça, ça nous ramène aussi à cette idée de syndrome de l'imposteur, finalement, où le stress, il prend bien des visages sur LinkedIn et sur d'autres supports de communication. Et le syndrome de l'imposteur, il a énormément évolué au fil des années, depuis les années en 78, quand il a été théorisé par deux psy américaines. Et aujourd'hui, il a Mhm. une autre nature. Toi, est-ce que tu es passé par ce stade de sentiment d'imposture? Est-ce que aujourd'hui, parfois, ça fait encore surface? Comment tu gères cette composante qui est un peu toujours en nous quelque part? Superbe question parce que je crois que le syndrome de l'imposteur, j'en entends parler tous les jours en coaching. Bien sûr qu'il y a plein de moments où j'ai été dans une forme de syndrome de l'imposteur, où ça venait me challenger, où je me disais mais est-ce que je suis légitime pour faire ça? Plein de fois, et ça m'arrive encore à plein de moments. Je pense que moi, ma vision des choses, c'est que le problème, c'est que on va souvent se créer cette casquette de j'ai le syndrome de l'imposteur et on va entretenir ce problème, on va le créer en posant déjà ce diagnostic, j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc, je ne peux pas lancer ce podcast. Il faut absolument qu'on m'enlève le syndrome de l'imposteur. Mais qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur?
ce qui m'a vraiment aidé, et je pense, alors avant j'avais un mode où c'était évidemment le passage à l'action qui dégomme entre guillemets le syndrome de l'imposteur, dans le sens où c'est pour moi le mouvement et l'action qui crée la confiance. Et donc, si tu as envie d'être par exemple bon dans un podcast, eh ben, il n'y a pas de secret, il faut faire des interviews, parler à des gens. Et les premiers, ça sera sans doute pas les meilleurs. Et c'est tout à fait normal. J'aime bien prendre l'analogie du sport aussi. Si tu as envie d'être bon au golf, faut taper des balles. Et donc, au plus tu vas taper de balles, au plus tu vas développer cette compétence, au plus tu vas être bon. Et tu vas pas te dire, ah non, j'ai un syndrome de l'imposteur de taper des balles. C'est juste simplement que tu as une peur de pas être bon, de que tout soit pas parfait tout de suite, de est-ce qu'on va me juger. Mais tout ça, en fait, la réalité, c'est que des pensées dans ta tête qui sont en train de créer ta réalité. En fait, simplement se dire, ok, j'ai mis de l'attention là-dessus, j'ai pas envie de porter plus d'attention et de nourrir ce dialogue qui va créer en fait mon état de stress. Si j'ai une émotion qui est inconfortable, je me laisse traverser par celle-ci. Je la vis pleinement et puis j'avance petit pas à petit pas. Et des fois, bah, c'est sûr qu'il y aura des plantages. Il y a des trucs qui vont pas réussir tout de suite, bien évidemment. Et c'est pas grave, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui fait apprendre. Moi, j'ai eu longtemps le syndrome du bon élève, perfectionniste, peur de que ça marche pas. Et du coup, ça pénalisait le passage à l'action. Je faisais rien parce que j'avais peur que ça marche pas, peur du regard des autres. Je sais pas Et ce tu sais côté. ce que tu nommes Ouais. finalement le syndrome ou le phénomène du bon élève, c'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. Parce qu'en fait, comment ça démarre ce cercle de l'imposture? J'ai une tâche à accomplir, j'ai un truc à faire, j'ai une vision, j'ai un rêve. Ok, je suis dans une phase d'euphorie, je suis dans une phase d'enthousiasme, et sauf qu'arrive une petite montée d'anxiété, de stress. Et Mmh. comment je vais réagir à ça? Bah, je me pose des questions, et il y a deux manières de le faire. C'est soit je me mets à procrastiner, soit je me mets à surpréparer. C'est les deux alternatives. Ça, c'est vraiment Mmh. vous qui nous écoutez, si vous voulez savoir finalement c'est quoi les deux red flags, il y en a deux sur le syndrome de Mmh. l'imposteur, vraiment au déclenchement, c'est ça. Procrastination ou surpréparation. Ensuite, soit vous avez procrastiné, surpréparé, mais vous avez arrivé quand même à sortir quelque chose, et donc vous connaissez un succès, peu importe son degré, Mmh. et derrière ce succès, bah, soit vous allez l'attribuer à ouais, mais c'est parce que les gens qui me suivent, c'est mes potes, ils sont cool. Oui, mais c'est parce que c'est un peu la tendance du moment. Oui, en fait, j'ai juste eu de la chance. C'est toujours des facteurs extérieurs, c'est jamais par rapport à soi, jamais par rapport à ses compétences, jamais par rapport à son authenticité. Mmh. Donc derrière, on est reparti sur un cercle qui redémarre, où on a nourri soi-même le syndrome de l'imposteur. Donc tu vois le côté Mmh. bon élève qu'on voit beaucoup hein, ces derniers temps sur les réseaux, c'est du syndrome de l'imposteur. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'on a, en France particulièrement, ce rapport à tout ce qu'on fait déjà à l'école, en entrepreneuriat, au syndrome du bon élève, dans le sens où on, on est une culture qui valorise beaucoup l'intellect. Et contrairement à d'autres cultures, peut-être, tu vois, je pense aux États-Unis par exemple, on valorise beaucoup l'action, le passage à l'action, on valorise le fait de se planter. Donc je sais pas si toi, tu as peut-être une vision par rapport à ça. Est-ce qu'en France, on est plus touché par ça? Est-ce que pas forcément? Je serais curieux de savoir si tu t'en sais plus ou si tu as remarqué aussi peut-être des tendances. Alors, on pourrait tirer le fil de bien des manières. Il y a plein de tiroirs à ouvrir là-dessus. C'est un vrai sujet passionnant. Il y a quelque chose qui est très vrai, c'est que on travaille sur assez peu de diversité en matière de formes d'intelligence en France. On Hmm. va pas chercher à te rendre finalement intelligent, mais à faire en sorte que tu puisses combler à ta sortie de ta scolarité un Hmm. besoin pour entrer dans une case dont la société a besoin. Donc on développe plus des espèces de formatage comme ça, où les gens se retrouvent pas forcément dans une case qui leur va pleinement, parce qu'on est sur un volet très compétence et pas sur le côté très incarnation.
qui tu es et Mmh. comment tu le fais. Ouais. Et ça, c'est un terrain de jeu où le syndrome de l'imposteur vient s'éclater, quoi. On sait aussi qu'on est à une époque où on a d'un côté ce côté très hustle culture, try hard, très productivité, avec de l'autre bout ou de l'autre côté de la balance, on a la morale qui est très présente. Donc on est Mmh. tiraillé entre ces deux trucs. Et donc on n'a pas le choix, entre guillemets, de faire les choses sans commettre d'erreur morale, pour vraiment être dans les clous, et de l'autre, de devoir charbonner. Donc Mmh. on en revient à ton idée tu vois, de temps long et de respiration, finalement. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir, non seulement on n'a pas le temps et on ne doit pas se planter. C'est des vraies questions de société. C'est pour ça que tu parles tu vois, de l'éducation, la scolarité. Mmh. Et le syndrome de l'imposteur, pour le traiter, commencez par appuyer sur stop, en fait. Posez-vous Mmh. et soyez accompagnés pour vous faire poser les bonnes questions. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent, comme tu disais, bloqués dans ce syndrome de l'imposteur et que ça fait un petit moment qu'il est là et que ça vous empêche d'avancer dans la vie, de réaliser vos rêves, de lancer votre activité, de plein d'autres choses. Je pense que si on s'en sort pas tout seul, c'est essentiel d'aller voir quelqu'un, en fait. Pas toi, un coach, un thérapeute, peu importe. Je pense que c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire sur soi si on se sent bloqué par rapport à ça, parce que c'est dommage de passer à côté de sa vie. Pour terminer, Boris, moi j'aimerais bien savoir où est-ce que tu en es toi aujourd'hui Hmm. et me dire finalement, est-ce que je peux être utile, tu vois, sur la fin de ce podcast en tant que coach? Est-ce que tu as des défis actuels? Est-ce que tu as des questionnements? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu t'es pas bloqué, mais sur lesquelles tu vois, tu es en train de te poser pour passer à une étape suivante? Ouais, j'en ai un à te partager. Je pense que ça va faire écho aussi à la discussion qu'on a eue. Comme je te disais, je suis quelqu'un qui a été beaucoup dans ce mode faire, créer, etc. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je m'éclate dans ce que je fais. J'ai envie d'apporter énormément de valeur. J'ai envie de développer mon activité parce que je vois l'impact que j'ai. Et donc, je suis beaucoup dans le faire. Et en même temps, je me rends bien compte que je me laisse à mon goût pas suffisamment d'espace de respiration. C'est le comble hein, par rapport à ce on discute. Donc, en fait, j'aimerais, je pense, faire moins, mais mieux au quotidien. Et je pense que c'est un peu un de mes challenges du moment. C'est pas quelque chose qui me bouffe la vie non plus, et je pense que de façon par petits pas, j'y arrive. Mais tu sais, je sais pas si toi ça te parle, mais quand tu es souvent dans une période d'enthousiasme et quand tu es quelqu'un de très passionné, que tu aimes partager, moi j'ai tendance des fois entre guillemets, me faire happer par toute cette énergie, tu vois. Et je sais pour autant que j'ai besoin d'avoir des moments de rien dans ma journée, parce que ces moments de rien, elles sont importantes pour recharger mes batteries. Ces moments sont importants aussi pour faire immerger des insights pour ma créativité. Et je suis un peu dans cette phase, tu vois, où je sens que j'ai besoin de plus de moments de rien, de déconnexion, tout en soutenant, tu vois, ces objectifs que j'ai ambitieux, d'avoir de l'impact, de créer mon activité, etc. Émotionnellement, qu'est-ce que tu en ressens? Émotionnellement, quand je suis dans cette phase un peu, tu vois, passionnée, etc., je sens qu'il y a, tu sais, un peu cette énergie de l'adrénaline, mais positive dans l'action, la dopamine, adrénaline, et que je suis très sensible à ça. Il y a ce truc qui vient dans ma tête, ok, dernier truc, et après, tu prends ton moment. Sauf que ce dernier truc, tu prends ton moment, il peut arriver plusieurs fois. Et ce qui- avec le recul, j'ai l'impression que ce qui marche le mieux pour moi, c'est, tu vois, de bloquer des créneaux dans l'agenda. Truc très concret, hein. Par exemple, marcher 30 minutes entre midi et 2 chaque jour. Marcher 20 minutes le matin pour m'exposer au soleil. Ça marche bien. Euh,
Mais pour autant, des fois, je sens que c'est durant la journée, tu vois, ou en dehors de ces créneaux-là, des fois, je suis beaucoup dans ce truc de boum, 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 on avance, on fait les choses. Quand je suis en coaching, j'arrive vraiment à m'ancrer parce qu'il y a une personne avec moi. Mais c'est des fois quand je suis seul avec moi-même, je pense que tu vois, j'ai un peu ce mode de boum, on y va, etc. Je fais ça, tac, tac. Et c'est très stimulant. Mais en même temps, j'ai l'impression que je pourrais parfois faire, entre guillemets, faire moins mais mieux dans ce que je fais. J'allais te questionner, tu vois, sur le rapport au temps par rapport à cette situation-là. Donc, tu as déjà défini des créneaux que tu arrives à respecter. Donc, on voit que c'est sur un autre plan que ça se joue. C'est pas qu'une question d'organisation, de timing, c'est plus une question d'énergie et de choix, finalement, dans ce que tu décides de créer, de poser dans les créneaux qui sont ceux sur Mhm. lesquels pendant que tu bosses. Qu'est-ce que ça te pose comme vrai problème, ça? Je pense que le vrai problème de ça, par moment, sur certaines tâches, je suis pas pleinement présent dans ce que je suis en train de faire. Parce que je suis dans une forme de frénésie de l'action. Et aujourd'hui, je vois vraiment, et c'est une de mes valeurs hautes, la présence, parce que j'y vois énormément de valeur. Il y a des moments où j'y arrive très bien, être pleinement présent. Tu vois, là, on est pleinement présent. Quand je suis avec mon carnet, j'écris, je suis pleinement présent. Mais des fois, je me fais attraper, tu vois, dans ce truc. Et là, je me suis dit, putain, j'ai passé 2 heures en mode tout, 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 tout. Et je pense que c'est dans cet état-là que j'ai le plus d'impact, que je prends le plus de plaisir et que j'ai aussi des idées peut-être les plus créatives euh, pour justement faire moins mais mieux. C'est ce que j'observe. Je me questionne, c'est est-ce que je suis pas dans un idéal aussi de je dois toujours être pleinement présent, nanana. Et je pense que, mis à part si t'es un moine zen Shaolin qui passe ta journée à méditer, je suis pas sûr que ça soit. C'est un peu un idéal, un fantasme. Tu sais, ça me fait sourire parce qu'en fait, on est en train de reboucler sur ce qu'on disait en intro. Ouais. Euh, T'expliquais en intro que toi, tu as deux valeurs fortes, la création et la sérénité. Est-ce que on pourrait dire cette espèce d'ambivalence, est-ce que c'est pas simplement qui tu es et c'est pas simplement ta manière de fonctionner? Je pense aussi que le vrai sujet, c'est tu vois, cette idée de d'accepter pleinement ça, accepter à la fois les moments pleinement présents, pleinement calmes, pleinement sereins, et accepter les moments plus frénétiques, parce que je pense que la vie, c'est ça aussi. Donc ouais, je te remercie pour ça, parce que tu vois, rien qu'en discutant avec toi, là, pendant une dizaine de minutes, tu me fais prendre conscience d'un processus mental, des croyances que je peux avoir par rapport à ça, alors qu'en réalité, il ne semble pas forcément avoir de vrais problèmes, simplement accepter et incarner ça. Donc je te remercie, Jean-François. Merci de nous l'avoir partagé, c'était chouette. C'était un chouette moment de coaching comme ça en fin de podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Boris, pour les mois à venir, pour cette belle année 2025 qui finalement démarre, hein, on est encore en février. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, aussi beaucoup d'impact aussi, parce que cette année, j'ai vraiment, tu vois, aussi envie d'avoir de l'impact et je vois pleinement ma valeur et ce que je peux apporter aux autres. Et je suis vraiment dans cette énergie d'aller plus loin dans ce que je fais. Donc, pour les autres aussi, être au service des autres. Donc, voilà un mélange de tout ça. On te retrouve sur LinkedIn, aussi sur YouTube, tu es pas mal présent, tu fais des choses. Chez toi, tu as toujours des vidéos capsules, moi que j'aime beaucoup. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, ce que tu vas développer. Ça nous Ouais, bah intéresse. écoute, merci de poser la question. Je suis très présent sur LinkedIn, je publie plusieurs fois par semaine. Comme tu disais, j'ai une chaîne YouTube et qui est dupliquée en audio aussi sur un podcast qui s'appelle L'Alignement. Je sors des épisodes en solo ou en duo une fois par semaine. J'essaye de le faire et généralement j'y arrive. Et puis j'ai une présence sur Instagram, mais je suis moins actif en ce moment sur Instagram. Donc moyen privilégié, LinkedIn, me suivre sur YouTube et surtout, bah, on en parlait, hein. Je suis quelqu'un qui adore l'échange, donc n'hésitez pas à venir m'écrire sur LinkedIn, ouvrir une conversation, rebondir sur peut-être un point qui vous a parlé.
c'est toujours avec joie que je discute et j'échange et j'essaie d'apporter ma valeur quand je peux et contribuer aussi aux autres. Merci Boris, c'était un plaisir de t'avoir dans Je crois en toi. Et foncez voir son profil et allez papoter en MP avec Boris. C'est son dada, il adore. Mais écoute, Jean-François, c'est moi qui te remercie infiniment parce que je me suis régalé et j'aime beaucoup ta vision du coaching que tu incarnes parfaitement. J'adore ta finesse d'analyse. Tu es quelqu'un que je prends toujours plaisir à lire sur LinkedIn. Donc vraiment, je te remercie pour ça et tu fais partie des gens qui moi, m'inspirent aussi au quotidien. Donc, c'était un honneur d'être sur ton podcast. Merci beaucoup Boris, ça me touche. Avec À plaisir. très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao.